Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Préface. La vie secrète d'Elric de Melniboné par Michael Moorcock. Il y a quelques années de cela, à l'âge de 18 ans, j'écrivis un premier roman intitulé The Golden Barge. C'était une fantaisie allégorique narrant les aventures d'un petit homme un peu sot et très largement ignare qui suivait le cours d'une rivière apparemment interminable, cherchant à rattraper une péniche d'or qui, pensait-il, contenait toutes les vérités, tous les secrets, toutes les solutions à ses problèmes. Au cours de son voyage, il rencontrait divers groupes de gens. Il avait même une liaison amoureuse et ainsi de suite. Cependant, malgré toutes ses tentatives pour atteindre la péniche d'or, celle-ci semblait toujours plus inaccessible. La rivière représentait le temps, et la péniche était le symbole de ce que l'humanité a toujours cherché en dehors d'elle, alors que la solution se trouve en elle, etc., etc. Ce roman, comme il est normal pour ce genre de texte, se terminait mal. En outre, comme cela m'a paru clairement à la fin, mon traitement de nombreuses scènes était maladroit et montrait mon manque de maturité. Je le détruisis donc, décidant qu'à l'avenir, mes allégories seraient intégrées dans une narration plus conventionnelle et que les meilleurs symboles sont ceux que l'on trouve dans les objets les plus familiers, comme les épées par exemple. Jusqu'à l'âge de 20 ans environ, je fus passionné par les histoires de fantasy, et particulièrement par la sword and sorcery telle qu'on la trouve sous la plume de Robert E. Howard, Clark Ashton Smith ou autres. Cependant, cet intérêt commença à décroître au fur et à mesure que je découvris d'autres formes de littérature, moins fondées sur le sensationnel. Seule une ou deux séries d'histoires de sword and sorcery me ravissent encore. Je pense à The Broken Sword de Paul Anderson ou encore au cycle des épées de Fritz Leiber. Peu de temps avant cet effondrement des valeurs anciennes,
Je fus en liaison avec Sprague de Camp et Hans Sandstessen, le rédacteur de Fantastic Universe, qui me proposa de composer de nouvelles aventures de Conan. Un peu plus tard, à l'automne 1960 je crois, alors que je travaillais pour la Sexton Black Library et que j'étais lecteur de SF pour Suspense, l'éphémère compagnon d'Argosy, je fis la rencontre d'un collègue de Fleetway Publication, Andy Vincent, ami de vieille date d'Harry Harrison, lui-même freelance pour Fleetway. Andy avait rendez-vous avec Harry ainsi que Ted Carnell, et il me proposa de me joindre à eux. Je me souviens que c'est ainsi que je fis leur connaissance. J'avais auparavant vendu 2 nouvelles à Ted, dont une écrite en collaboration avec Barry Bailey, mais tout cela ne m'avait guère mené très loin. Nous nous retrouvâmes donc dans un pub, et là, parlant de Robert E. Howard avec Ted, celui-ci me fit part de son projet de passer dans Science Fantasy des nouvelles de style Conan. Je racontais alors les idées que nous avions eues pour Fantastic Universe et qui n'avaient jamais abouti en raison de la faillite de ce magazine. Je possédais encore ce que j'avais préparé alors, et il ne tenait qu'à Ted de lire ces histoires. Comme il était d'accord, je lui fis parvenir quelque temps plus tard un premier chapitre ainsi qu'un synopsis d'histoire à la Conan. Mais, pour dire la vérité, écrire une histoire dans le style de Howard est un genre qui a ses limites, et je n'étais guère enthousiaste à l'idée de continuer en cas d'acceptation de Ted. Or Ted accepta, ou tout au moins déclara-t-il qu'il aimait ma façon d'écrire, mais qu'il y avait eu un malentendu. Il ne voulait pas d'un pastiche de Conan, il voulait du neuf. Voilà qui me convenait mieux. Je décidai donc de créer un héros aussi différent que possible des habituels clichés de la sword and sorcery, et, pour cela, d'exploiter le récit en faisant le véhicule de mes idées sérieuses. En fait, mais je ne le comprends qu'aujourd'hui, beaucoup de mes idées péchaient alors par excès de romantisme et par ma langueur, lointaine séquelle d'une tragique histoire sentimentale qui n'en finissait pas de s'achever, me plongeant dans la mélancolie et la confusion. J'étais alors un tâcheron, écrivant à la tonne des récits pour Fleet Street, gagnant quelques 70 ou 80 livres par semaine dont la plus grande part partait en boissons et, pour autant que je m'en souvienne, dans de nombreux massacres de vaisselle dans les pubs. Je conserve ainsi avec une grande fierté le souvenir de mon plus bel exploit de cet hiver 1960-1961, lorsque je réduisis en miettes la porte de verre prétendument incassable d'un restaurant fort connu dans le quartier de Piccadilly et où la direction vint me présenter ses excuses. Je ne rappelle ces anecdotes que pour mieux décrire mon état d'esprit lors de la création d'Elric. En effet, dans ses premières aventures, Elric se déplaçait dans un univers assez semblable au mien. Pour moi, Elric c'était moi, ou tout au moins le moi des années 60. Nous avions en commun les mêmes caractéristiques troubles du traître et du trahi, un abasourdissement identique face à l'existence, et le même désir de trouver des solutions, car toutes ces formes d'incompréhension menant à la violence, au cynisme ou au désir de puissance, tout cela venait de moi. Ainsi, lorsque j'eus la chance d'écrire La Cité qui rêve, je poussais encore plus loin l'identification avec mon héros traître, me considérant moi-même comme une sorte de paria, avec le recul encore une de ces idées romantiques totalement sans fondement, et, en conséquence, j'exagérais encore les outrances physiques d'Elric. Sa parure, vulgaire et criarde, ne s'accordait pas avec son visage délicat et ses longues mains fines. Pourtant il la portait avec morgue, car elle était le symbole de son indépendance. En fait, il était un paria et un proscrit. Cependant, en réalité, il n'avait nul besoin de se déguiser de la sorte, car il était albinos, pur, et tirait sa puissance d'une source secrète et terrible. L'histoire était pleine de symboles personnels, comme d'ailleurs sont toutes mes histoires à l'exception d'une ou deux. Quant à sa source secrète et terrible, il s'agissait de son épée Stormbringer, métaphore de mes propres tendances, comme de l'humanité en général,
avoir recours aux aides extérieures tant mentales que physiques, plutôt que de soigner directement ses faiblesses. Pour dire plus, Elric, à mon avis, symbolise l'ambivalence de la nature humaine en général. Les couples amour-haine, avarice-générosité, confiance-égarement, etc. Elric est un voleur qui se croit voler, un amoureux qui déteste l'amour. Bref, il ne peut croire en rien, en nulle vérité, pas même en ses propres émotions ou ambitions. Ceci apparaît encore plus clairement dans un texte contenant une allégorie encore plus directe, tandis que rient les dieux, qui fut chronologiquement mon second récit. Malheureusement, Ted n'a pas retenu en entier les vers d'où était extrait le titre. Et moi, tandis que rient les dieux, tourbillon du monde, maelstrom des passions dans cet océan oublié, dont les vagues éternelles battent mes côtes. Mervyn Peake, Shapes and Sounds. Voilà qui, à mon avis, éclaire d'une lumière nouvelle à la fois le titre et cette histoire, illustrant la longue quête du livre du Dieu mort. Cet ouvrage mythique qui, dit-on, contient toute la connaissance universelle, et où Elric espère découvrir enfin le sens véritable de l'existence humaine, même s'il exprime parfois son besoin d'une manière fort rhétoricienne. Ainsi, lorsque Shaharila de la brume dansante, la femme sans aile, lui demande pourquoi il désire tant ce livre, Elric répond: Je désire, si tu veux le savoir, une ou deux choses. Lesquelles, Elric? Existe-t-il un Dieu ultime ou non? Voilà ce qu'il me faut savoir, Shaharila, pour donner un but à ma vie. Nos existences sont-elles gouvernées par la loi ou par le chaos? Les hommes ont besoin d'un Dieu, c'est du moins ce que les philosophes nous disent. Mais l'ont-ils fabriqué, ou est-ce lui qui les a fabriqués? Nous savons que les dieux anciens, comme nous les appelons, vivaient jadis et sont morts. Mais étaient-ils des êtres réellement supérieurs? Ici, comme dans d'autres passages, le trouble s'exprime en termes métaphysiques. Car, en ce temps, principalement en raison de mon éducation, j'étais pétri de mysticisme. Et ce vocabulaire métaphysique convenait parfaitement à ma vision d'un héros de sword and sorcery dans son univers atechnologique. Il vous paraîtra peut-être étrange que j'emploie certaines phrases telles que en ce temps, comme si je faisais allusion à un passé très reculé. Mais, en bien des points, je me sens infiniment plus mûr maintenant. J'ai donné à ma vie une orientation plus intéressante, et tout ceci me fait effectivement l'effet de se situer dans un passé très ancien. Le livre du Dieu mort est gardé dans un abîme souterrain que j'ai délibérément posé comme un symbole d'une matrice mère, et qu'Elric finit par découvrir après une conversation philosophique avec le gardien du livre. Ce passage me semble maintenant quelque peu outré, mais pour le meilleur ou pour le pire, le voici. C'était un immense livre, le livre des dieux morts, à la reliure incrustée de gemmes inconnues d'où la lumière émanait. Il resplendissait, il palpitait de lumière et de couleurs. Enfin! S'exclama Elric d'une voix étouffée. Enfin la vérité! Il avança du pas d'un homme ivre, et ses mains se tendirent vers l'objet qu'il avait cherché avec une si implacable obstination. Ses mains touchèrent la reliure palpitante et l'ouvrirent en tremblant. Enfin, je vais savoir, dit-il avec une avidité triomphale. La reliure tomba au sol avec fracas, en voyant rouler et rebondir les pierreries sur le pavage. Sous ses mains frémissantes, il n'y avait plus qu'un tas de poussière jaunâtre. Le livre du Dieu mort et The Golden Barge ont un point commun. Ils n'ont aucune existence réelle si ce n'est dans les désirs imaginaires de l'homme. L'histoire nous apprend que le Saint Graal n'existe pas. Il n'y a pas de magie qui transforme en une nuit l'humanité, la faisant passer de l'ignorance confuse à la connaissance universelle. La réponse que cherche l'homme est en lui, et il doit s'exercer à l'y découvrir. Voilà un fait que l'histoire ne cesse de nous seriner, mais qui reste encore bien généralement ignoré. Le voleur d'âme, ma troisième histoire, prolonge encore ce thème, mais en ajoutant une nouvelle génération de symboles, car, tout en conservant les symboles de Jung,
tels qu'ils apparaissaient déjà inhérents aux matériaux mythiques, j'y adjoignis quelques symboles freudiens dans une tentative cynique, et même relativement vulgaire, de rendre le cycle plus populaire. Et pourtant, il apparut que cela fonctionnait. Le voleur d'âme, quel que soit le reste de son contenu, est également une des histoires les plus pornographiques que j'ai jamais écrites. En termes freudiens, ce n'est rien d'autre que la description d'une nuit d'amour. Et ceci me conduit sur une autre piste. Bien qu'il n'y ait pratiquement aucune description de rapport sexuel dans mes histoires, ou que cela ait été voilé sous un masque romantique, néanmoins la saga d'Elric présente, autant dans ses situations que dans ses symboles, une lourde ambiance de sexualité sous-jacente. Il en va de même pour la plupart des histoires de Sword and Sorcery, mais je crois être le premier auteur à avoir utilisé ce matériau aussi intensivement, et surtout, en pleine connaissance de cause. Si je n'avais pas été un peu indisposé par le succès que connut le voleur d'âme, je parle ici du magazine et non du livre, j'aurais même sans doute fait un emploi plus poussé de ce que je venais de découvrir ainsi. De nombreux critiques, ayant déjà souligné les rapports étroits que les histoires d'horreur, et même celles de SF, entretiennent avec la pornographie, il me semble inutile de revenir plus longuement sur le sujet, car le contenu érotique de la saga d'Elric ne m'intéresse pas spécialement, et j'ai déjà insisté en maints endroits sur les liens unissant sexe et violence. Et, effectivement, on peut en trouver des dizaines d'exemples dans ces histoires. Surtout lorsqu'on connaît la manière dont je m'impliquais personnellement dans des aventures amoureuses ou violentes à l'époque où j'écrivais ces récits. D'ailleurs, l'interprétation que j'emporte aujourd'hui est elle-même sujette à nouvelle interprétation. Ainsi, ces allégories se retrouvent tout au long du cycle d'Elric, même si, au cours des récits, elles tendent à changer de nature au fur et à mesure que mes propres idées prenaient forme et maturité. Dans la dernière histoire du cycle d'Elric, Stormbringer, son épée, son soutien, se retourne contre lui et le transperce, démontrant qu'à un certain niveau, les fantasmes des hommes peuvent se retourner contre eux et les conduire à leur perte. Hitler, par exemple, a élaboré son prétendu credo politique à partir d'une série de fantasmes déments, comme on peut le lire dans Le Matin des magiciens. C'est une vieille question devenue banale à force d'avoir été entendue. Mais combien de choses auxquelles nous croyons sont-elles vraies? Et qu'y a-t-il de vrai dans nos souhaits? Hitler rêvait d'un Reich de 1000 ans. Chamberlain, dans le même temps, déclarait qu'il n'y aurait pas de guerre. Tous deux étaient pleinement sincères et convaincus. Tous deux étaient également dans une ignorance hallucinante de la réalité la plus évidente. De même, la plupart des gens, et pas seulement les politiciens qui, dans leurs déclarations publiques, ne présentent que rarement le fond de leurs pensées, sont encore aujourd'hui incapables de voir les faits en face. Je n'ai rien découvert. Ceci est aussi vieux que l'humanité. C'est pourtant le message principal qui s'exprime dans l'ensemble de mon œuvre. Moi-même, travaillant comme rédacteur d'une publication émanant d'un parti politique, une revue qui se présentait comme un magazine d'information à l'usage des candidats du parti, je n'ai pu que me renforcer dans ces convictions. L'élaboration des mystifications est un processus étrange, qui ne se produit que dans certaines conditions. On rassemble des faits, on les décrit, et une image s'en dégage. Cette relation, bien que colorée par la personnalité des rédacteurs, reste encore relativement fidèle. On la donne alors à un politicien. Si c'est un homme intègre, il n'altère pas délibérément les faits, mais il en fait une présentation simplifiée destinée à être comprise par le plus grand nombre. C'est du moins ce qu'il pense. Ceci implique un choix, qui peut radicalement changer l'image de départ, même si ceci s'accomplit hors de sa volonté. Une autre catégorie d'hommes politiques, par contre, sélectionne et altère sciemment les faits pour mieux organiser la démonstration souhaitée. C'est ainsi que commence la mystification, jusqu'à ce que, comme c'est souvent le cas, les faits eux-mêmes viennent à disparaître irrévocablement. Ainsi, la confiance que nous vouons à ces pseudo-savoirs qui n'ont d'autre fonction que de nous faire croire à la réalisation de nos souhaits est une attitude particulièrement dangereuse. Et ceci est un des principaux messages de la saga d'Elric.
Ne croyez pas que je vous demande d'aller rechercher, dans ces histoires, les symboles et les allégories. La raison principale qui me fit abandonner de Golden Barge est que cela ne formait pas une bonne histoire attrayante. La saga d'Elric est destinée avant tout à distraire, mais si quelqu'un veut prendre la peine de dépasser ce premier niveau et d'y chercher une substance autre, il la trouvera. L'une des raisons principales qui m'ont fait adopter une telle attitude lorsqu'on m'a demandé d'écrire un article sur Elric vient de la déception éprouvée quand le premier livre a été rejeté par certains critiques professionnels, qui, apparemment, ne s'étaient pas donné la peine de le lire attentivement si tant est qu'ils l'aient lu, et qui prétendirent qu'il n'y avait là qu'une imitation de Conan. Quand, dans votre histoire, vous mettez émotions et idées, vos propres émotions, vos propres idées, il ne vous est pas très agréable de vous faire traiter de plagiaire ou d'imitateur, que l'histoire soit bonne ou mauvaise. Le énième roman racontant l'histoire d'un jeune cadre amoureux d'une jeune fille de bonne famille et entretenant des relations avec une femme mariée vient probablement de paraître. Pourtant, personne n'aura l'idée de traiter l'auteur d'imitateur ou de plagiaire. C'est l'usage qu'on fait d'une matière donnée qui importe, non la matière elle-même. The Secret Life of Elric of Melniboné, 1967.